était naturellement prévisible. Nous n'allions pas être confinés ad vitam aeternam. Il était évident que, à un moment donné, il faut qu'on libère la population, qu'on permette à l'activité économique de démarrer et les autres activités aussi. Donc là, ce qui est précisé à partir du 11 mai, c'est juste que nos petits bouts de chou vont pouvoir retourner à l'école. Les enfants vont pouvoir rejoindre leur salle de classe après une certaine organisation. Quand le président indique la date du 11 mai, c'est pour dire à chacun de ses ministres que vous avez un mois pour organiser le déconfinement. Il est bien évident qu'en commençant par les enfants, c'est la population cible la plus résistante par rapport au virus, mais c'est aussi par rapport au fait que le confinement peut avoir d'autres conséquences qui peuvent être néfastes sur la santé de ces enfants-là. L'oisiveté, les adultes peuvent le supporter parce qu'ils le comprennent. Mais un enfant confiné, à un moment donné, il ne comprend plus. Le décrochage scolaire est là, tout près, en perspective. Il y a aussi le fait que d'autres pathologies peuvent surgir, telles que, par exemple, l'obésité. Hein, les enfants peuvent grignoter à tout moment. Le fait de ne pas bouger, ça leur donne du surpoids. Et on sait que la gestion de ces pathologies-là, au plan sanitaire, ça peut coûter un peu trop cher par rapport à l'État. En fait, on leur évite un mal, mais il peut en surgir un autre, voire même d'autres. C'est ce qui fait que le déconfinement, en commençant par les enfants, ce public cible-là, on commence par ceux qui vont à l'école pour leur permettre justement de pouvoir retrouver une certaine gaieté, une certaine forme, hein, parce que les enfants aiment se retrouver entre eux. Et les scientifiques ont démontré qu'ils sont les moins touchés par ce virus et ils sont les plus résistants par rapport à ça. Non, tous les ministères sont concernés, mais chacun, en ce qui le concerne, doit organiser maintenant le déconfinement à partir du 11. Il y a naturellement des secteurs ou des sous-secteurs qui ont été évoqués pour indiquer justement que pour ceux-là, ils ne peuvent pas être concernés par le déconfinement actuellement. C'est notamment les métiers du spectacle, les rassemblements sportifs et culturels. Ceux-là ne peuvent pas pour le moment faire partie et je pense que c'est véritablement raisonnable. On ne va pas faire autant d'efforts et en arriver à ce niveau-là pour tout remettre par terre par une précipitation. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui dans cette démarche-là. Maintenant, ceux de l'éducation qui sont les premiers concernés devront organiser naturellement le retour des enfants en respectant les mesures barrières notamment. Parce que eux qui sont en charge les enfants sont des adultes, donc plus vulnérables. Et ils peuvent attraper plus facilement le virus, et éventuellement le transférer aux enfants qui, eux, le ramèneraient à leurs parents à la maison. Donc il faut que les mesures barrières entre l'enseignant et ses élèves soient pris en compte, tout comme le personnel administratif aussi, qui eux tous sont des adultes. Voilà, non, sur ce plan-là, j'estime que c'est un déconfinement qui démarre par la petite catégorie, donc par les enfants, et c'est une bonne chose pour moi. Oui, oui, c'est vrai que ces deux sujets, pour ce qui concerne le Sénégal, ce sont donc les deux sujets. Oui, en effet, c'est aujourd'hui deux sujets qui soulèvent beaucoup, beaucoup de polémiques. Hein. Le rapatriement des corps de ceux d'entre nous qui décèdent à l'étranger et qui auraient voulu être rapatriés, qui l'ont exprimé de leur vivant. Et en plus, et à côté de cela, les fonds alloués, les 12 milliards et demi alloués par l'État du Sénégal aux migrants. Voilà, 12 milliards et demi, ça peut paraître beaucoup pour le et c'est pas négligeable non plus, il faut le dire. C'est à peu près, en fait, 1% du montant des transferts effectués par les Sénégalais à la diaspora en direction du pays. D'après les chiffres de l'État parle de 1 milliard 2, pardon, 1200 milliards, voire 1300. Donc, ils mettent à la disposition des Sénégalais de l'extérieur 12 milliards et demi, c'est l'équivalent de 1% des montants des transferts officiels effectués par les Sénégalais de la diaspora vers le pays. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas du même avis que ceux qui considèrent que, ah non, 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 on n'en a pas besoin. Non, c'est pas vrai.
Nous vivons à l'étranger avec des personnes, notamment en France où je suis par exemple. Nous vivons ici avec des parents, des proches que l'on connaît qui sont dans la difficulté. Et on est obligé au quotidien de prendre des mesures de solidarité pour les aider à surmonter ces difficultés-là. Aujourd'hui, ceux-là, si l'État prend des mesures pour dire qu'il veut les venir en aide, c'est une très bonne chose. Non, l'organisation de cela, moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai reçu très tôt le document que le ministre a élaboré. Pour moi, il définit bien les cibles, et ce n'est pas exhaustif d'ailleurs. Il définit bien les cibles et le comité, la commission qu'il met en place, sa composition me paraît pertinente. La commission est présidée par les ambassadeurs dans chaque juridiction, par l'ambassadeur, puis les consuls généraux ou les consuls. Donc ça voudrait dire il y a l'agent comptable et euh, l'agent consulaire qui sont aussi membres à côté du député. Donc si vous regardez bien, il y a naturellement une autorité qui est l'ambassadeur qui préside la commission, comme le document l'indique, et il y a d'autres membres. L'agent comptable qui, lui, dans la mission diplomatique, est là pour gérer les fonds qui sont destinés aux agents de l'État. Donc, il est normal que lorsque l'État envoie des fonds, qu'il y ait un agent comptable qui s'occupe de cela. Ça ne peut pas être la mission du migrant qui va être associée dans la chose. Tout comme aussi le député qui est membre de fait, c'est un membre qui est cité nommément. Ce membre-là, lui aussi, il a une mission. N'oublions pas que les députés ont une mission de législation, ils doivent légiférer, hein, voter les lois, hein, les proposer dans certains cas, hein, et ils doivent les voter, proposer des lois s'ils le veulent, et ils doivent contrôler aussi l'action du gouvernement, en plus de la représentation du peuple qu'ils doivent faire. Donc vous voyez ici, le, la loi d'habilitation ne leur enlève pas toutes leurs compétences et toutes leurs prérogatives. La loi sur le vote de la loi d'habilitation a permis aux députés de déléguer une partie de leurs compétences, qui est celle de voter les lois sur une période de 3 mois, en disant au président de la République, allez-y, vous pouvez gouverner par ordonnance. Mais c'est une partie des pouvoirs qui a été déléguée au chef de l'État. Il reste les autres pouvoirs, notamment le pouvoir de contrôler l'action de l'exécutif. Ici, le ministre, en impliquant les députés dans les commissions au niveau de la diaspora, ça leur redonne encore toute leur légitimité, parce que l'on soit d'accord ou pas, en tout cas pour le reste du mandat, c'est eux qui ont été élus. Hein, c'est eux qui ont été élus, c'est eux qui ont bénéficié du suffrage des Sénégalais de la diaspora. Donc aujourd'hui, s'il y a une mission qui revient aux députés, c'est naturellement eux qui vont y aller. Puisque la commission, il est prévu que des personnes ressources issues de la communauté puissent l'intégrer, naturellement, c'est aux autorités qui connaissent la plupart des Sénégalais qui vivent dans leur juridiction, ils connaissent les responsables. Donc ils peuvent, dans chaque ville ou dans chaque région ou dans chaque pays, ils peuvent repérer quand même quelques membres de notre communauté pour les accompagner dans cette mission-là selon les déplacements. Non, ça c'est ma vision des choses. Au lieu de coopter par exemple un, ils peuvent coopter un, naturellement, avec qui ils vont faire tout le pays. Mais ils peuvent aussi se dire, région par région, quand on arrive dans une région, on coopte quelqu'un. On fait la mission avec lui. On va dans une autre région, on coopte quelqu'un. On fait la mission avec lui, ainsi de suite. Donc, ce sera dans chaque région, ils auront un migrant qui vit localement avec les gens, qui connaît la réalité de la population sur place. Mais en tout cas, pour revenir à cette question-là, euh, je ne suis pas de ceux qui disent on n'a pas besoin de cet argent-là. Non, 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 ce n'est pas vrai. Moi, je suis directeur exécutif d'une association. Au quotidien, je suis confronté à des Sénégalais qui sont dans le besoin, dans la difficulté. On les recommande quelquefois au secours catholique, au secours populaire, au resto du cœur, etc. Donc, si ces gens-là étaient suffisamment à l'aise, ils n'auraient pas eu besoin d'être orientés vers ces structures qui les accompagnent, qui les aident au plan alimentaire et vestimentaire. Donc ça, il faut qu'on l'arrête. Deuxième chose, je connais également des personnes, des étudiants qui aujourd'hui euh, vivaient
par exemple, ou poursuivaient leurs études du fait d'un accompagnement de la famille, parce ils ne sont pas boursiers. Certaines parmi elles sont des filles, parmi eux sont des filles, donc qui vivaient de tresses. Elles tressaient des personnes. Aujourd'hui, elles tressent qui? Elles tresseront personne. Donc, elles n'ont plus de ressources pour vivre leur ticket resto, payer leur studio, etc. Donc, encore une fois, non, 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 non. Tout le monde n'est pas dans le besoin, naturellement. Et je quitte la France pour aller dans le continent africain, un continent que j'ai beaucoup visité, et même en dehors du continent africain, d'autres pays européens où je suis allé dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, où j'ai rencontré beaucoup de Sénégalais qui sont dans la difficulté. Ceux-là, vous ne pouvez pas prétendre qu'ils ne sont pas dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Certaines personnes parlent parce qu'ils les ignorent, ne connaissent de la migration que leur propre pays. Mais le reste du monde, ils n'en savent pas grand-chose parce qu'ils n'y vont pas, ils ne sont pas proches de ces communautés et ils ne peuvent pas légitimement parler véritablement de cela. Non, ces fonds, on en a besoin. La gestion, si on suit, j'appellerai ça un ordre de mission, le document élaboré par le ministre des Affaires étrangères, il indique très clairement les cibles. La commission est pour moi, et sa composition est pertinente. Tout le reste, c'est qu'il faut que chacun fasse sa mission, assume sa mission totalement ou la trahisse. Les députés doivent assumer leur mission du contrôle de l'exécutif. L'ambassadeur, les consuls représenteront l'exécutif, tout comme l'agent consulaire et l'agent comptable, parce que tout cela, c'est l'administration, c'est l'exécutif. Les députés, c'est le législatif qui contrôlera donc la mission de l'exécutif. Les personnes ressources issues de la communauté qui seront cooptées, eux, naturellement, représenteront le peuple et montreront à cette commission-là ceux qui sont dans le besoin que nos administrants ne connaissent pas. Donc, pour cela, maintenant, j'avais fait cette proposition-là en disant que si par extraordinaire, après cette mission-là, il venait à rester quelques moyens, quelques argent, que ces fonds-là soient gardés. Parce que depuis l'époque de Matassi Diallo, elle est encore en vie, on peut l'interroger, Madame la ministre déléguée aux émigrés de l'époque. Depuis cette époque-là, on parlait de banque des émigrés. Et puis en 2003, on avait envisagé l'organisation de cette structure-là, sa mise en place par un partenariat État-secteur privé sénégalais de l'extérieur. Et la proposition, c'était que l'État dégage d'abord sa participation et la mette sur la table pour montrer sa motivation et sa volonté à voir ce projet-là se réaliser. Ça a tardé à se faire. Donc, c'est pour cette fois-ci, c'est pourquoi j'ai dit, dans la mesure où l'État a déjà dégagé une contribution destinée au Sénégal de la diaspora dans le cadre de la gestion de cette affaire du CODIV. Si toutefois on sort de cette situation, il est important que ces fonds qui étaient destinés à la diaspora, qu'on puisse les prendre et les affecter ou les orienter à la gestion ou comme une contribution de l'État dans le cadre de la mise en place de ce projet de banque des Sénégalais de l'extérieur. Parce que naturellement, il s'agira pour sa mise en place de cette institution-là que l'État contribue, que les Sénégalais de l'extérieur souscrivent aussi à ce capital, tout comme ceux de l'intérieur. C'est pourquoi je pense que la meilleure formule, c'est de retourner vers une organisation, État, secteur privé et sénégalais de l'extérieur dans le cadre de cette mise en place-là. Initiative qui avait été prise par le secteur privé sénégalais avec les diasporas. J'avais coordonné, moi, le préforum de Paris et Dame Babou avait coordonné le préforum de New York et nous nous sommes retrouvés avec des délégations venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique à Dakar sous la présidence du président Maître Abdoulaye Wade qui avait salué cette initiative-là et naturellement avait marqué son accord sur le principe de la contribution de l'État dans le cadre de la création de cette banque des immigrés. Ça n'a pas pu se faire, mais bon, ça j'estime que ce sont des tâches que par exemple le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur pouvait prendre en charge et le piloter, le mettre à le mener à son terme. Oui, l'autre question, c'est, oui, naturellement, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible, la question du rapatriement des corps. Vous savez, beaucoup, pour ne pas dire la plupart, voire même presque tous les Sénégalais de la diaspora, tout ce n'est pas vrai. Euh, Beaucoup, la majorité, la très grande majorité, l'écrasante majorité des Sénégalais de la diaspora souhaitent être rapatriés une fois qu'ils décéderaient.
C'est le cas pour moi, c'est le cas pour beaucoup d'autres. Pour ne rien vous cacher, bon, je prends l'exemple sur ma propre personne. Moi, j'ai une place prévue au cimetière d'Oyoff où repose ma mère, une place prévue dans le cimetière en Casamance à Ziguinchor où repose mon père, des cimetières dont les champs euh, c'était des champs de mes grands-parents dans cette région-là où repose mon père. J'ai une place de prévue. J'ai aussi une place de prévue à côté de mes enfants qui aujourd'hui, mes plus petits enfants, qui aujourd'hui vivent à Saint-Louis, qui sont encore mineurs, qui y apprennent le Coran et qui y étudient aussi. Donc, j'ai prévu des places, en fait, quasiment partout, pour que si la mort venait, commentaire le plus proche des miens. Mais j'ai mes plus grands-enfants qui vivent avec moi ici, qui sont nés ici, qui sont aujourd'hui en train d'organiser leur vie. Ils sont en train de se marier, de fonder des foyers, etc. Et je ne suis pas seul, j'ai pris l'exemple sur moi, mais il y a des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers de personnes qui sont dans cette situation-là. Et ici, déjà, dans la commune où je vis, et dans des communes voisines, parce qu'il y a un de mes vice-présidents dans une association qui m'a appelé pour me dire, bah, écoute, dans notre commune, il y a une association qui est en train de se mettre en place pour justement chercher à acheter, à trouver un site pour pouvoir y enterrer les musulmans qui décèdent. Ça, ce n'est pas une affaire sénégalaise, mais c'est une association des Sénégalais qui sont là-bas qui me demandaient s'ils pouvaient y participer au nom de notre association. C'est mon vice-président et beaucoup de nos membres y habitent. Mais naturellement que je leur ai dit oui. Parce que ceux-là qui demandaient ça, ce sont des jeunes qui sont nés ici. Les parents sont arrivés tout jeunes, ils ont vécu ici, ils sont à la retraite, ils vivent encore ici, et eux sont nés là. Ils ont fondé leur foyer, leurs enfants sont nés ici. Ils se posent la question du rapatriement pour eux. Tous parmi eux ne souhaitent pas être rapatriés. Les parents, certains parmi eux, se posent la question du rapatriement. Est-ce qu'on les rapatrie ou est-ce qu'on les laisse ici? C'est pourquoi je dis que pour cette question-là, c'est assez sensible. Il y a une décision qui a été prise par l'autorité, ce n'est qu'une décision administrative. Elle peut effectivement être attaquée. C'est pourquoi je suggérais lors de l'émission qu'au lieu d'en faire une polémique, c'est tout simplement de l'envisager sous forme de recours administratif, parce que c'est une décision administrative prise par le ministre de la Santé et le ministre des Affaires étrangères. Ce sont des décisions qui sont prises à ce niveau-là, à partir de la loi d'habilitation, vu les compétences qui leur sont conférées par le président de la République. Donc, à partir du moment où il y a une décision qui a été prise et qui ne satisfait pas la communauté sénégalaise, elle est tout à fait libre de dire que nous, cette mesure-là ne nous satisfait pas. Parce qu'on a certains des nôtres qui sont décédés ici et qui, de leur vivant, avaient souhaité être rapatriés. Mais nous sommes dans une situation extraordinaire. Il faut que cette demande-là soit accompagnée de justificatifs, j'allais dire plausibles, d'explications scientifiques, médicales, psychologiques. Il est bien évident qu'il y a un gros choc psychologique pour les familles qui avaient espéré pouvoir enterrer les leurs qui sont décédés et que l'on est obligé de maintenir ici. Ce n'est pas la même chose que ceux qui, comme moi, disent le jour où arrivera la mort, si on peut me ramener au Sénégal, bismillah, alléluia, amenez-moi. Si par contre, vous ne pouvez pas, laissez-moi là où je serai mort. Beaucoup sont dans la même situation que moi, mais il faut reconnaître que la grande majorité est d'un autre avis. Et je pense qu'il ne faut pas imposer à ces personnes-là, leur dire vous êtes décédé là, vous y restez. Par contre, ce que je dis, encore une fois, c'est une loi d'habilitation a été votée et le président de la République, sur cette base-là, gouverne en prenant les décisions qui lui paraissent les meilleures pour la gestion de la communauté sénégalaise, même celle établie à l'étranger. Maintenant, s'il y a un désaccord par rapport à la décision prise, naturellement, pour moi, au lieu d'envisager, par exemple, d'aller en justice, je ne sais pas sous quelle forme, c'est plutôt de tenter ce que l'on appellerait un recours hiérarchique. Un recours hiérarchique, c'est une démarche administrative et judiciaire à la fois, puisque ceux qui ont pris ces décisions, ce sont des ministres. Il faut aller se plaindre auprès de leur autorité, celui qui leur est supérieur, c'est-à-dire le président de la République. Mais en y allant, amenons des arguments scientifiques, techniques et des arguments médicaux pour pouvoir justifier cela. En tout cas, moi, je soutiens cette initiative-là parce que je pense que les gens, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils sont libres de se mouvoir. Et s'ils souhaitent être enterrés au pays,
et que scientifiquement et au plan médical, rien ne s'y oppose parce qu'on estime que les corps sans vie ne peuvent pas contaminer, propager le virus, le Codiv. Donc à partir de ce moment, il est normal que le retour de leur reste soit totalement envisagé et autorisé. Parce qu'on ne me dira pas que ceux qui vont décéder à Dakar et qui souhaitent être enterrés dans le Fouta, en Casamance ou au Sénégal oriental, qu'ils n'iront pas. Naturellement, ils iront bien. Il décède, le gars ou la dame décède à Dakar, il a choisi d'être enterré en Casamance ou dans le Fouta, dans le Sénégal oriental ou dans le Cayor ou le Baol, mais naturellement qui partira de Dakar. Alors pourquoi un migrant qui arriverait à l'aéroport, on ne serait pas à mesure d'organiser le convoyage de son corps, de ses restes mortuaires, vers les cimetières qu'il a choisis? J'estime que véritablement ce sont les autorités qui doivent revoir leurs décisions et envisager effectivement peut-être même la création d'une brigade pour encadrer les dépouilles qui arriveraient de l'étranger jusqu'au lieu de leur dernière demeure. Donc, moi je prône pour un recours hiérarchique. Ce sont des décisions qui ont été prises par les ministres. Les attaquer, faire un recours auprès du chef de l'État avec des arguments à la fois scientifiques, psychologiques et médicaux pour justement l'amener à changer de décision. Nos corps sont conditionnés ici tels que véritablement il faut que les gens les manipulent autrement pour que même s'il y avait un virus qui a tué une personne, que ce virus-là puisse se libérer des conditions dans lesquelles on met les gens, on les conditionne ici pour pouvoir les enterrer. Donc, naturellement, la migration, ce n'est pas seulement l'Europe. Le conditionnement des corps de personnes sans vie n'est pas fait de la même manière que l'on soit ici ou ailleurs. Et ce sont ces arguments-là qu'il faudra mettre sur la table, les défendre et écouter l'autorité qui, au final, quoi qu'on dise, est investie de tous les pouvoirs pour gérer donc le pays en bon père de famille. Mais un bon père de famille ne laissera pas son enfant dehors sans une très très bonne raison. Naturellement, pour protéger les autres enfants, il est possible que l'on envisage effectivement de laisser un des enfants qui décède à l'extérieur pour éviter une contagion, ça peut se justifier. Donc moi ici je plaide encore une fois pour la mise en place d'une commission qui s'occuperait donc de l'encadrement des dépouilles une fois que ça arrive à Dakar, à l'aéroport Blaise Diagne, pour les amener vers leur lieu d'inhumation. Parce que si quelqu'un décède à Dakar aujourd'hui et qu'il veut aller au Fouta, en Casamance ou ailleurs, encore une fois, il sera conduit là où il veut aller. Donc qu'on ne prive pas nos compatriotes de la diaspora qui sont dans ces dispositions-là de pouvoir y aller si scientifiquement il est effectivement démontré qu'il n'y a pas de risque de contagion. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Les sujets sont quand même des sujets délicats. Pour les 12 milliards, je reviens dessus. 12 milliards et demi, je ne suis pas de ceux qui disent que soxla wuñu ko, ce n'est pas vrai, soxla nañ ko, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui souffrent, notamment en Afrique. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont des gens qui travaillent dans le secteur informel ou qui travaillent à leur compte. Si vous allez au Gabon aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ont vu leur atelier fermé. Si vous allez en Côte d'Ivoire, pareil, nous avons des sœurs restauratrices qui sont là-bas, donc leurs restaurants sont aujourd'hui fermés, alors que certaines parmi elles employaient du personnel sénégalais. Donc, toutes ces personnes-là sont impactées par cette situation et il faut aider à résoudre ce problème-là pour que le moins de personnes parmi nous soient blessées ou affectées du fait de ce Covid-19. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous avons été plus longs que d'habitude et je vous dis à très bientôt. Au revoir.